Les bonnes affaires de fin d'année ne vont plus tarder à débarquer en force. À vrai dire, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça a déjà été un petit peu le cas et c'est pourquoi il devenait plus qu'urgent que je vous parle sur la chaîne de ce téléviseur qui s'annonce comme étant l'un des meilleurs TV OLED du marché, si ce n'est le meilleur. Mais alors avant d'en arriver à cette conclusion, il va falloir me laisser le temps de tester deux autres modèles. Alors, en tête, le Sony Bravia 8 II ou Bravia 8 M2 dont je vous ai déjà parlé en actu. Si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce TV, si vous n'avez pas encore eu les infos, elles sont disponibles sur la chaîne. Mais également, tant qu'à faire, tester un autre des téléviseurs qui est doté de cette dalle OLED, White OLED de 4e génération, à savoir le Philips OLED 910. Pour concurrencer donc ici et voir ce que ça vaut par rapport à ce Panasonic Z95B que j'ai reçu donc ici en version 55 pouces. Bon, alors je sais que si vous êtes sur le Discord, si vous me suivez, vous savez que ce téléviseur, je l'ai reçu depuis un bon moment maintenant, ça fait plusieurs semaines que je l'ai, même je pense qu'on peut se parler même de plusieurs mois, parce que j'y suis allé. J'y suis allé avec ma petite pelle et ma petite pioche pour aller vous chercher les informations et c'est pourquoi je vous le dis d'entrée de jeu, on va avoir plusieurs vidéos consacrées à ce modèle, dont une qui vous expliquera pourquoi Panasonic a fait un choix un petit peu spécial concernant les contenus HDR10 et HDR10+, que de nous limiter la luminosité par défaut à 70. Je vous rappelle que ce Panasonic Z95B, il est décliné en 55, 65, 77 pouces, à des tarifs respectifs qui chatouillent un petit peu, puisqu'au moment où j'enregistre, on se reparle de 2 999 €, 3 999 € et 5 999 €. 55, 65 et 77 pouces. Je vous ai donc fait plusieurs vidéos sur ce Z95B, mais aussi des vidéos consacrées à cette nouvelle génération de dalle White OLED, 4e génération, avec des explications qui concernaient donc cette fameuse dalle Primary RGB Tandem OLED. Bon, c'est surtout du côté de la montée en puissance lumineuse que la grosse évolution se situe, malgré le fait que LG Display, qui livre le panneau aux différents constructeurs, ait dit pour cette nouvelle génération de dalles, on change la structure, on bascule sur une structure à 2 émetteurs bleus, un émetteur rouge, un émetteur vert. Et les promesses de LG Display tentent à montrer qu'en Flash Peak, on serait sur du 4000 nits à 3%, mais ça en Flash Peak, puis on descend à 2900 nits à 3%, 2200 à 10%, et plus intéressant, surtout, on serait sur du 400 nits à 100%. Mais ça, attention, c'est la promesse de LG Display, qui fournit ici le panneau. D'ailleurs, dans leur communication, il y avait un autre élément qui était très intéressant, c'est qu'ils nous annonçaient une hausse de la luminosité côté couleur, cette fois-ci de 40%. On serait sur du 2100 nits contre 1500 nits pour la précédente génération de dalles. Donc c'était les Meta 2.0 qui utilisaient les micro-lentilles avec les algorithmes Meta Multi Booster. Micro-lentilles, c'est terminé. Les algorithmes de boost, on va les retrouver chez les différentes marques. Elles vont se matérialiser, se concrétiser de différentes manières. Je peux aussi vous dire que ici, sur la mire à 10%, on est plutôt aux alentours des 2400-2500 nits pour ce Z95B. Enfin, pour en finir avec les chiffres et les éléments intéressants de cette évolution, on avait aussi la promesse d'un 99% de couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 et 83% pour le BT2020, histoire d'aller concurrencer naturellement le QD OLED de chez Samsung Display, qui lui aussi promettait encore une fois cette année d'évoluer, et on a pu le vérifier avec le test du S95F. Comme je le disais, chez Pana, on ne signe pas en bas de page pour valider de tels chiffres, on évoque plutôt une augmentation globale de l'efficacité lumineuse de 40%. Voilà pour le cœur de l'innovation, donc qui se situe du côté de la dalle. Maintenant, on va voir ce que Panasonic parvient à exploiter, comment ils parviennent à l'exploiter avec un design du châssis bien spécifique. Je vous en avais déjà parlé lorsque j'ai été découvrir ce téléviseur en Allemagne. Je vous avais fait des images sur ce fameux Panasonic Thermal Flow. C'est un système qui est en fait présent à l'arrière du téléviseur et qui, selon moi, regroupe deux choses. D'abord, c'est le système de plaques de film métallique qui va contribuer à la dissipation de la chaleur, mais aussi et surtout, on a une conception au dos du TV qui utilise des admissions d'air en partie basse qui vont aspirer l'air ambiant de la pièce, je vais pas dire de l'air frais, je vais juste dire de l'air ambiant, et qui va ensuite ressortir par le haut du téléviseur tout en ayant bien entendu parcouru l'intérieur du châssis pour refroidir les différents composants
Il y avait des images qui étaient bien parlantes avec ce diffuseur de fumée que j'avais pu voir au siège européen et qui se concrétise là aussi. Je vous l'ai dit rapidement en préambule, on est sur un TV qui envoie très très fort en matière de luminosité et qui en plus parvient à la maintenir là où d'autres s'effondrent très très vite. Pour le reste, le Z95B eh bien, fonctionne avec cette même puce Mediatek Pentonic 700 qu'on retrouvait déjà sur les précédentes générations de TV et donc du coup il faut se contenter de 2 prises HDMI 2.1 qui vont néanmoins permettre de fonctionner en mode gaming sur du 144 Hz avec la prise en charge du VRR, du G-Sync, du FreeSync, etc. Mais on est aussi, et il faut le savoir, sur l'intégration du eARC sur l'une de ces 2 prises HDMI 2.1. Et donc du coup, eh bien, si jamais vous avez besoin de plus de prises 2.1 ou si jamais vous avez besoin d'aller chercher de l'eARC autrement, ça risque de vous poser un problème. Concernant la partie gaming, elle est très bien lotie puisque là on sort là encore sur la partie aspect colorimétrique, etc. C'est quand même bien riche et puis surtout Pana nous certifie la prise en charge du HGIG et on le sait que c'est un sujet qui a pas mal animé les communautés qui notamment utilisent les téléviseurs de chez Samsung. On va maintenant passer à la partie ergonomie. J'avais commencé à aborder ce système de dissipateur thermique qui permet d'atteindre de tels niveaux de luminosité, mais il y a un vrai gros sujet sur le Z95B, c'est le produit le plus haut de gamme et il intègre donc le système audio mis au point par les équipes de Technics Audio et qui comprend une barre de son composée de 16 HP en façade, des haut-parleurs sur le côté, des haut-parleurs sur le dessus et 2 caissons de basse à l'arrière qui gagnent 10 watts de puissance puisque l'on passe de 20 à 30 watts. Il n'est pas utile de tourner autour du pot pour moi, je pense, en vous disant que ce système 360 Soundscape Pro est ce qu'il y a de mieux. Je pense pouvoir le dire assez tranquillement. Alors c'est vrai que Philips TP Vision, mais également aussi une petite attention particulière. Sony a aussi ses technologies avec les acoustiques, Sound Surface, etc. qui travaillent plutôt bien. Mais là, on est sur quelque chose de très immersif. Si jamais vous êtes très attaché à avoir des basses bien rondes et que vous ne voulez pas coupler, vous ne souhaitez pas coupler ce téléviseur à un système hi-fi, eh bien vous avez une prise qui est consacrée au branchement d'un caisson de basse. À croire que Pana connaît sa clientèle, ils se sont dit allez, on va leur laisser le système audio, les basses, on va pouvoir les déporter sur autre chose. C'est plus esthétique, mieux intégré selon moi. Il y a ici ce petit débordement de la dalle par rapport au bord du châssis qui aurait pu être évité selon moi. Bon, c'est un élément de détail. Et puis surtout, il ne faut quand même pas oublier que Pana détient toujours un truc génial. C'est ça quoi, c'est la possibilité de tourner le téléviseur sur son pied. Ouais, je vais faire tomber la sonde Léo Bodnar là-bas. Voilà. Et ça, clairement, c'est top. C'est top pour lutter contre les reflets. Très rapidement, je vais pas m'attarder là-dessus. La télécommande, c'est très bien. C'est une télécommande entre guillemets comme moi je les aime. Bon, il y a assez peu de place perdue. C'est-à-dire qu'elle est bien chargée. Mais surtout, cette télécommande, elle n'est pas rétro-éclairée. Moi, j'aimerais bien parce que je trouve que ça rend l'expérience plus qualitative et puis surtout que quand on sait la richesse des menus de réglage qu'on a chez Panasonic, eh bien c'est vrai que certains pourraient être tentés de manipuler la chose sans arrêt. Alors les touches sont pour autant bien disposées, il n'y a pas de réel sujet. Bon, alors je vous ai dit que j'allais en faire plusieurs des vidéos sur ce Panasonic parce que vous allez voir qu'on a une quantité de réglages et de spécificités pour ce modèle de 2025 que je me suis dit tiens, c'est marrant, on va sortir cette info, notamment cette histoire de réglage à 70 de Lumi pour en faire quelque chose de bien détaillé parce que j'ai notamment sollicité les équipes de Panasonic France qui ont sollicité les équipes de Panasonic Japon qui m'ont répondu. Donc voilà, ça sera un petit peu plus technique, mais on le sortira d'ailleurs de ce test pour y revenir et en reparler. La qualité de l'image, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est monstrueux. Mais il y a un sujet que j'ai quand même envie de dire d'entrée de jeu, s'il vous plaît, n'utilisez pas ce mode cinéma dans une configuration SDR, à moins d'aimer les images un peu, j'ai envie de dire, totalement à côté de la plaque. On sait que Panasonic fait appel à des gens d'Hollywood pour calibrer certains modes du téléviseur, etc. Sauf que, sur le plan pur de la colorimétrie, parce que naturellement, j'ai passé ce TV devant la sonde, et sur le Delta E SDR en mode cinéma, on est genre à 11, avec une échelle de gris qui part totalement en vrille, un plein blanc qui est bien trop froid, qui a une forte dominance du bleu, donc pour vous dire que vraiment en mode SDR, il va me sortir des points RVB et CMJN complètement
étiré, c'est-à-dire qu'on voit bien que d'entrée de jeu, il va faire une sorte de conversion SDR vers HDR et on se retrouve avec des trucs qui sont pas très joyeux. Donc le mode cinéma SDR, pour ma part, je ne recommande pas. Si vous souhaitez néanmoins utiliser, parce qu'il y a quelque chose dans le traitement de l'image qui vous plaît sur le mode cinéma, eh bien allez au moins dans la partie température des couleurs et basculez-le en mode chaud 1 ou chaud 2 et ce sera un peu moins pire parce que je sais aussi que les retours que je peux avoir chez certains quand ils sont dans des modes filmmaker, vrai cinéma comme on peut l'avoir ici ou professionnel, eh bien certains disent bon bah le blanc nous sommes quand même un peu rouge, un peu jaune, un peu trop chaud. Vous avez toujours les réglages qui vous permettent d'aller vers quelque chose d'un peu plus blanc-froid. Ça, c'est à vous de voir. Une fois que ceci est dit, que je vous ai un petit peu alerté sur tout ça, je préférerais, pour ma part, que vous alliez plutôt chercher du côté du mode filmmaker, vrai cinéma et professionnel, puisque ce sont ici les 3 modes que je recommande pour bénéficier d'une espèce de régalade 2025. Je tire mon chapeau parce que les gars, ils ont fait quelque chose de génial, tout est impeccable ici, c'est le retour à la grande époque Pana. La qualité d'image est excellente et vraiment elle est en plus en toute situation. Je trouve qu'on est sur une expérience globalement très bonne. L'intégration de Fire TV OS est désormais aboutie et pour ceux qui vont vers ce type de produit, c'est les fans des produits Pana qui connaissent la richesse des menus que l'on retrouvait par le passé, et bien là vous allez la retrouver également. Alors il y a toujours un petit sujet, il est vrai, qui moi me chafouine un petit peu, c'est que lorsqu'on fait ça, on a ce mode ici d'affichage qui occupe comme ça peut-être un tiers de l'écran et qui, même quand on vient ajuster comme ça le paramètre de luminosité, eh bien vous le voyez, on peut ajuster la luminosité, etc., la baisser ici à 99, mais j'aimerais qu'elle puisse s'afficher plutôt en bas. Donc il y a certains réglages comme ça où ce gros volet qui occupe bien l'image est un peu gênant, il l'avait déjà retravaillé, avant on était sur quelque chose qui débarquait, qui affichait un fondu de mémoire quasi jusqu'à la moitié de l'écran, ça a été mis à jour, et c'est notamment quelque chose que on regrettait pour toutes les logiques de calibrage, etc. Il y a des petites choses qui seraient encore un petit peu perfectibles. Mais pour tout le reste, ça on voit. Panasonic arrive à sublimer la puce Pentonic 700, couplée ici en plus à cette dalle Meta 3.0 d'ailleurs, parce qu'elle s'appelle toujours Meta 3.0 ou Tandem, OLED, RGB, bref, dalle de 4e génération, et ils parviennent à le faire en rajoutant toutes leurs petites surcouches, donc un traitement de l'image qui fait souvent débat, notamment sur le Discord. Et là, j'ai presque envie de, pour le dire poliment, celui qui me dit qu'il a des saccades avec son Z95B, je vais mal le prendre. Je vais mal le prendre parce qu'on retrouve tout ce qu'il faut, notamment dans les options Intelligent Frame Creation, qui vont vous permettre d'aller vraiment régler la fluidité de l'image pour qu'il n'y ait, je pense, plus aucun souci. Pour l'illustrer, d'ailleurs, c'est vrai que souvent le sujet, c'est comment on gère la fluidité de l'image avec cette conversion 5.5 pull down pour des contenus en 24p. Et là, grâce à cette option Intelligent Frame Creation et les différents niveaux de souplesse qu'elle offre, mais aussi en rapport avec ce 24p, il y a une option qui s'appelle IFC Précise, qui semble d'ailleurs être une sorte de premier palier de correction qui n'est pas disponible lorsque la compensation de mouvement est activée. Elle peut être couplée à l'option qui cette fois-ci est appelée fluidifier le mouvement et qui fait appel à de l'insertion de trame noire, le fameux BFI, Black Frame Insertion, et qui fait perdre quelque peu en luminosité. Bon, je pense que ce combo ne sera pas assez efficace pour lutter contre le phénomène, justement, que certains d'entre vous reprochent au contenu 24p et les options de réglage avancées de l'IFC, cette fois-ci, donc Intelligent Frame Creation, devraient vous apporter tout ce que vous voudrez et surtout, faire en sorte que vous ne serez plus embêté par ce que vous qualifiez de saccade. Alors attention, les patterns qui défilent, et plus particulièrement celui avec le texte, là, ça va très vite, le résultat n'est forcément pas parfait, parce que c'est de la torture. Je ne vois pas quel est le contenu réel que vous pourriez regarder chez vous qui afficherait un tel niveau d'intensité, de choses qui défilent, si je puis dire. Donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises,
Il y a en plus un phénomène qui est propre aux téléviseurs OLED, et j'avais commencé à vous en parler, c'est qu'en raison de la réactivité de ces pixels auto-émissifs, cette latence que l'on considère comme étant nulle, eh bien on va avoir cette perception de la saccade qui est plus valorisé, qui est plus perceptible, a fortiori sur des grandes tailles de téléviseurs OLED également, que sur un téléviseur LCD, où lui va avoir un temps de réponse du changement d'état de ces pixels qui font que on peut avoir des notions de flou induit plus que de notions de saccade. Pour autant, comme ces téléviseurs LCD mini LED évoluent eux aussi, eh bien ces phénomènes naturellement de saccade, je vais encore les appeler comme ça, peuvent également être plus perceptibles. Pour aller plus loin sur ce phénomène, cette fois-ci, vous avez les images de la boucle de Sarah dans son hamac qui traduit pour moi bien mieux les performances puisqu'on se rapproche plutôt d'un contenu réel. On n'est plus dans la mire de test. Et là, eh bien, je vous recommanderais, mais encore une fois, ça sera en fonction de vos appétences pour la logique de contenu 24p. Qu'est-ce que vous supportez? Est-ce que vous voulez que ce soit artificiel, plutôt naturel? Est-ce que vous tolérez très bien le phénomène? Eh bien là, vous pouvez aller chercher dans la logique de compensation de mouvement le niveau un petit peu minimum. Mais si jamais ça ne vous convient pas et que vous voulez que ce soit plus fluide, vous pourrez monter d'un cran. Mais attention, parce que j'ai trouvé que cette reproduction, elle passe dans des contenus parfois bien chargée, mais elle peut devenir aussi très artificielle et on peut se retrouver en plus avec des défauts, des artefacts qui vont suivre cette fois-ci l'image dans cette logique d'interpolation de l'image. Donc faites également attention à ne pas positionner vraiment ce curseur de l'Intelligent Frame Creation trop loin. Pour ma part, donc, je l'ai dit, réglage intermédiaire qui est présent dans les options de base. J'ai trouvé que c'était vraiment très acceptable, très bien. Moi, ça me convient très bien. Et il y a une série d'ailleurs que j'utilise. Alors, il n'y a pas qu'une série, mais j'ai pu identifier vraiment par hasard, lorsque j'ai regardé la série complète, que ce passage-là collait très bien à l'exercice. C'est en l'occurrence dans la série La Défense Lincoln, dans la saison 3, l'épisode 6, vous avez ce panorama d'abord sur le pont éclairé avec les lampadaires, ce qui va déjà vous permettre, accessoirement peut-être aussi, alors pas là, ça s'applique pas sur un téléviseur OLED, mais sur un téléviseur LCD, de voir comment celui-ci gère son rétroéclairage, parce qu'on a vraiment une image avec des lumières spéculaires qui sont en déplacement dans l'image, donc ça va vous permettre peut-être de faire un petit point là-dessus, et puis surtout, on a la scène qui suit juste après, qui est ce travelling, un plan sur la ville en arrière-plan, à l'horizontale, qui est finalement assez rapidement entrecoupé d'éléments verticaux. Et là, eh bien, quand vous changez les niveaux de réglage, c'est très très perceptible. Enfin, en tout cas, j'espère que vous le voyez, que c'est bien flagrant lorsqu'on le désactive, ce qu'il se passe à l'image, et lorsque l'on va jusqu'à le pousser très haut. Et c'est vrai que lorsqu'on le pousse au plus haut, finalement, dans cette série Netflix, on a presque l'impression sur ce passage-là que ça le fait, sauf qu'en fait, quand on en revient à des scènes un petit peu plus classiques, un petit peu moins rapide dans les mouvements, on se dit que c'est quand même assez artificiel. Donc pour moi, le niveau intermédiaire me convient bien. Il y a ensuite d'autres phénomènes qui vous inquiètent beaucoup sur les téléviseurs, de tout ce que je peux voir remonter, c'est postérisation banding. Certains ne le voient pas avec leur contenu de tous les jours, mais ils lisent des choses dessus, que ce soit sur les forums, que ce soit sur les commentaires, YouTube, bref, ils lisent des choses dessus et du coup, ils vont faire le nécessaire pour absolument trouver sur leur téléviseur, alors que tout va bien, normalement, le contenu qui va faire en sorte qu'ils vont se dire « Ah ouais, moi j'en ai aussi ». Mais je vous l'ai dit, si vous cherchez sur n'importe quel téléviseur, vous le trouverez. Donc du coup, n'allez pas systématiquement sur YouTube regarder ces vidéos dégueulasses qui ont 5, 7 ans parfois avec des débits de daube proches du motion JPEG, des encodages 8 bits à la truelle pour aller tout simplement constater que votre téléviseur n'est pas capable de faire de la magie avec un signal pourri, tout simplement, avec des boucles qui ne représentent en plus peu ou prou pas l'usage que vous ferez de votre téléviseur. Si les choses vont bien, n'allez pas absolument rajouter quelque chose qui va provoquer du stress, etc. J'en vois, alors pas quotidiennement, mais quasiment des gens qui se focalisent sur comment trouver ce qui ne va pas sur mon téléviseur. Mais pour autant, l'idée, comprenez-le bien, n'est pas de vous sermonner ou de vous dire que ces défauts sont de l'ordre du mythe.
Pas du tout, puisque eh bien ils existent bel et bien avec des contenus de faible qualité, faible résolution ou forte compression, puis sans doute aussi peut-être sur des téléviseurs moins performants ici que ce modèle. L'idée est plutôt de vous dire que Pana justement ne néglige pas du tout ce phénomène, et c'est pourquoi vous trouverez dans les menus eh bien les réglages qui vont vous permettre d'ajuster cela. On va les retrouver dans les options de clarté, puis gradation fine, et c'est là que vous aurez donc différents niveaux. Désactivé, minimum, moyen, maximum ou automatique. Ici, vous avez eh bien une séquence 1080p de Game of Thrones, et là aussi, eh bien j'imagine que vous devez bel et bien voir ce qu'est cette postérisation et comment le téléviseur gère cela. Lorsque l'option est désactivée, c'est clairement immonde, il n'y a rien qui va, la postérisation est très présente, les noirs sont à peine lisibles, les arrière-plans sont totalement dégueulasses, bref, comme j'ai dit, il n'y a rien qui va. Mais en jouant sur cette option, eh bien on voit qu'on parvient à obtenir des choses bien plus regardables, si ce n'est même propres. Pour ma part, eh bien souvent, le niveau moyen s'est avéré suffisant pour compenser assez proprement un contenu bien dégradé. Surtout que si ce dernier est justement très mauvais, eh bien augmenter le niveau sur max peut créer un fort effet de lissage du rendu qui finalement s'avère assez cracra, c'est pas très esthétique, c'est pas très joyeux, bref, c'est pas souhaitable même du tout. Dans tous les cas, ayez bien en tête qu'à moins que le téléviseur se prenne totalement les pieds dans le tapis, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas ici de ce Panasonic, alors vous ne devriez pas être confronté à ce phénomène si vous n'utilisez pas des sources qui sont vraiment trop mauvaises, encore une fois, dégradées, forte compression. Si vous regardez de l'Ultra HD 4K avec un signal 8 bits ou 10 bits propre, il y a peu de chances que vous ayez des trucs crades. Regardez, moi là-dessus, c'est du Blu-ray de Spears & Munsil, l'image elle est impeccable. Quand je regarde des boucles sur YouTube, que ce soit les Costa Rica 4K, les Morocco, etc., que je vous diffuse, il y a des soleils brillants sur cette plaine-là, sur ces dunes du Maroc, et pour autant, c'est pas dégueulasse. Il y en a d'autres qui s'en sortent également très bien, mais voilà à quoi vous pourriez prétendre en allant chercher ce téléviseur. Et donc, ce qui nous fait le deuxième élément important dans ce traitement de l'image, après la fluidité, vraiment, si vous me dites que vous avez des problèmes de fluidité, je vais mal le prendre, et si jamais vous me dites que vous avez des problèmes de banding, de postérisation, etc., ce qui est pas impossible, encore une fois, ça va dépendre de vos yeux, ça va dépendre des contenus que vous allez regarder. Et puis, je vous ai parlé de contenus de très haut débit, de contenus dégradés, et puis, il y a les contenus que vous allez regarder tous les jours, potentiellement, les contenus YouTube, etc., alors là, mais c'est pareil, il n'y a pas de problème, y compris sur cette petite boucle Dolby en 1080p qui est bien gérée. Cette dalle OLED parvient presque à sublimer, ici, maîtrisée par LG, parvient presque à sublimer cette boucle. Là où c'est beaucoup plus percutant, c'est sur les autres séquences, notamment la boucle de séquence de jazz LG et d'autres, le cube de bois également, ça m'a bien saisi. Tout ce qui est Costa Rica 4K, les boucles que je peux vous diffuser habituellement, celle du Labo de Jay également, c'est très impressionnant. C'est beau dans le piqué, c'est beau quels que soient les contenus, y compris sur ces contenus-là avec les couronnes, les lustres, tout ça. Le Z95B, en tout cas sur le plan traitement, me semble assez infaillible. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire du Z95B, si vous êtes propriétaire du Z95A, si vous avez identifié sur le très long terme, ça fait un moment que je l'ai, mais ça ne vaut pas des mois et des mois d'utilisation quotidienne, eh bien n'hésitez pas à partager votre retour dans l'espace commentaire ou à nous rejoindre également sur le Discord. Vous avez le QR code qui s'affiche, qui vous permet de nous rejoindre. Vous scannez si vous me regardez depuis votre téléviseur, sinon c'est dans la description que ça se passe. Puis si vous avez suivi mes échanges sur le Discord avec Panasonic notamment et les différents allers-retours, j'avais déjà commencé à en parler, mais je vous l'ai dit qu'on avait un point spécifique qui concerne la luminosité en mode HDR, sur le fait que Pana ait décidé cette année de limiter la luminosité au niveau 70 en sortie de carton pour les contenus HDR10, HDR10+. Lorsqu'il est en mode Dolby Vision, automatiquement, on est sur du 100% de luminosité. Donc ça peut générer des interrogations sur lesquelles je reviendrai dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est pas grave, c'est pas très grave, parce que tout simplement, les équipes de Panasonic ont fait en sorte que ça soit presque transparent pour vous, mais attention, pas complètement. Donc c'est pourquoi j'en fais une vidéo dédiée. Mais si jamais vous ne laissez pas systématiquement votre téléviseur
à 100% de luminosité et que vous le laissez dans sa configuration par défaut qui est à 70 pour les contenus HDR10, HDR10+, j'entends, hein, pour le mode Dolby Vision, il va aller à 100%, tout simplement parce qu'il parvient, en exploitant mieux les métadatas du Dolby Vision, à gérer tout ce qui est logique de tone mapping, tout ce qui est reproduction, etc. Sur HDR, HDR10+, donc dans les modes Filmmaker, True Cinéma, enfin vrai cinéma, et le mode également professionnel, le constructeur a décidé d'abaisser ça un petit peu, tout simplement parce qu'ils se disent les contenus qui aujourd'hui sont produits avec des luminosités supérieures à 1000 nits, ça court pas les rues, et donc on applique ce réglage-là, mais naturellement que si jamais on lui envoie du 4000 ou du 10 000 nits, il va augmenter automatiquement sa luminosité. Le bénéfice également de ce choix qui est sur le papier plutôt malin, eh bien c'est qu'ils considèrent qu'en appliquant une telle règle, ils ne vont pas aller solliciter de manière aussi importante le sous-pixel blanc qui compose ces dalles White OLED, WRGB pour la composition des sous-pixels, et c'est cette moindre sollicitation, je vais plutôt le décrire comme ça, du pixel blanc, même si eux m'ont dit que c'était la suppression de la sollicitation du sous-pixel blanc. Dans les faits, en utilisant mon petit microscope, mais j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, j'ai pu voir que c'était pas exactement comme ça que ça se passait. Eh bien, ils considèrent qu'on va moins dégrader la qualité de l'image lorsque ce n'est pas nécessaire en matière de puissance lumineuse. Voilà. Donc si vous êtes particulièrement curieux, eh bien vous pouvez surveiller les liens, ou en tout cas dans les premiers commentaires peut-être, ou dans la description, lorsque j'aurai fait cette vidéo qu'elle sera publiée, j'essaierai de penser à ajouter le lien, sinon faites une autre recherche sur la chaîne pour aller donc en savoir un peu plus sur ce point spécifique. Il n'est pas question néanmoins que je vous laisse comme ça en disant « Ah mais vous en faites pas ». Alors, ok, tout va bien, soyez rassurés. Sur la logique de luminosité, c'est géré. Sur la logique de fidélité des couleurs également, c'est impeccable dans les différents modes, que ce soit dans la partie Dolby Vision, que ce soit dans la partie également Filmmaker, dans la partie cinéma, je vous l'ai dit, il faut pas utiliser ce truc-là. Dans la partie True Cinéma, donc vrai cinéma et professionnel également, c'est impeccable. Et puis surtout, ce qui est le plus fou, c'est que lorsque je fais les mesures et que je laisse encore une fois le mode à 70, il va quand même me chercher le pic de luminosité du TV qui est supérieur à 2400 nits. Et là où c'est d'autant plus étonnant, c'est que ce pic de luminosité, comme j'avais commencé à le dire, non seulement il est maintenu, mais surtout il va même jusqu'à grandir, jusqu'à augmenter, jusqu'à dépasser les 2500 nits, là où j'ai vu et là où j'ai pu constater par les mesures que j'avais fait sur le G5 de chez LG, l'OLED G5 en 55 et le S95F de chez Samsung, lui aussi en 55, et bien que la luminosité avait plutôt tendance à chuter après quelques mesures, boum boum boum, ça s'éteint jusqu'à ce qu'on ait effectivement une coupure nette. Et là, chez Pana, encore une fois, dissipation thermique, thermal flow, etc., le système de circulation de l'air ambiant lui permet d'être au-dessus, mais vraiment au-dessus, je trouve, de la mêlée. Encore une fois, au-dessus du lot, c'était déjà le cas par le passé, et c'est toujours le cas, c'est du délire. Comme comportement pour de la technologie OLED, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de très bien. En revanche, c'est vrai que sur le pattern à 100%, le S95F de Samsung fait un peu mieux, à quelques nits près. Et puis, il fera mieux aussi sur la logique de couverture colorimétrique, de l'espace BT2020 notamment. Il est un petit peu au-dessus, même si ici, on a quand même une belle évolution du côté de chez Pana, puisqu'on dépasse désormais les 80%. Et autre point très important, j'allais presque l'oublier, mais c'est que si jamais vous faites des tests, alors vous n'aurez pas l'occasion de comparer, mais la dissipation thermique est intégrée ici, elle permet non seulement d'aller chercher des hauts pics de luminosité, mais elle permet aussi de limiter les risques de dimming progressif. C'est-à-dire que vous allez regarder un contenu et puis petit à petit le téléviseur, l'OLED, va commencer à abaisser sa luminosité pour se préserver si jamais il a identifié que vous avez des logos fixes. On pense notamment à des chaînes d'information, on peut penser à des contenus sportifs, des rencontres où vous allez avoir un bandeau avec des résultats, un logo quelque part, etc. Il va avoir tendance à dimmer un petit peu sa dalle. C'est souvent un peu imperceptible pour vous parce que votre œil s'accommode, s'habitue à cela et puis c'est une diminution qui est progressive. Mais si jamais vous prenez une séquence avant et puis vous prenez une séquence plusieurs dizaines de minutes plus tard, eh bien il y a du dimming. Et chez Panasonic, là aussi, ils font en sorte que cette réduction de la luminosité ne soit pas aussi importante. Encore une fois, c'est dans les petits détails que le constructeur tire son épingle du jeu. Alors quelques mots rapides sur la partie qualité audio, parce que vous savez que c'est pas quelque chose que j'aime partager en vidéo, dans la mesure où je trouve que les micros ne font absolument pas honneur à l'expérience sonore, a fortiori ici, avec ce téléviseur qui intègre, comme je l'ai dit, un système
son qui n'a pas d'équivalent chez la concurrence. Il n'y a pas de concurrence là-dessus, même si Sony propose des trucs qui sont très cool, même si Samsung propose également, hein, dans ses téléviseurs OLED qui sont particulièrement fins également, ils arrivent à nous sortir quelque chose avec leurs actionnaires qui est pas déconnant du tout. Là, il y a du volume, il y a du coffre, il y a des basses, il y a une barre de son en façade qui nous envoie bien le son vers nous. Il y a de la décomposition parce qu'il y a beaucoup de canaux, il y a, je trouve, assez de détails. Attention, on remet ça dans le contexte d'un système audio intégré à un téléviseur. Il n'y a pas de prise en charge du DTS audio. Peut-être que certains vont commencer à grincer des dents. Sur la partie spatialisation, on y est, a fortiori dans un contexte comme celui-ci. Un peu moins dans mon salon, quand le téléviseur est monté sur des pierres roulettes, qu'il y a la toile de projection derrière pour masquer un peu la misère. Bon, bref, c'est tenu également par le cadre dans lequel vous allez disposer le téléviseur, mais là j'ai un mur au fond, un mur sur le côté. J'ai regardé des séries cet après-midi et ça prend tout de suite, pas au trip, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui opère. Malheureusement, je sais aussi que certains, comme j'avais commencé à le dire, vont dire ouais mais moi ce système audio j'en veux pas, je veux juste l'image parce que j'ai mon système audio qui est en plus qui a du vrai Atmos, parce que là l'Atmos grosso modo, il en a que le nom, hein, parce que c'est déjà difficile de percevoir l'Atmos quand on a des enceintes bien positionnées, etc. Ensuite, sur un téléviseur, bon voilà. Néanmoins, l'équipement est très bon et de toute façon, Panasonic ne semble pas décidé à revenir sur le fait qu'ils nous proposeront un téléviseur doté de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, sans l'équipement audio. Voilà. On passe au gaming, rapidement là aussi, parce que c'est ouf. C'est ouf là aussi, dalle OLED de 4e génération, qui nous offre un PEPS sur la partie lumineuse. Comme toujours, hein, je l'ai utilisé connecté à mon Razer Blade de 18 avec sa carte RTX 4090 mobile de chez Nvidia. Et le Counter-Strike, on y va, on est bien, on est content, on se fait plaisir en 2160p à 144 Hz, avec le bon câble HDMI qui va bien, le Ugreen. Si jamais vous souhaitez commander ce type de câble, je vous mets un lien dans la description. Faites ce que vous voulez, c'est juste que c'est un câble qui coûte pas très cher et qui me réserve aucune mauvaise surprise pour l'instant. Il y avait des membres du Discord qui l'ont également adopté et qui l'avaient déjà adopté sans doute peut-être même avant moi et qui ne s'en plaignent absolument pas. En tout cas, Pana, je vous l'ai dit, 144 Hz en 2160p, ils n'ont pas souhaité proposer une compatibilité 165 Hz, et ça ils me l'ont dit dès le départ, et je vous l'ai dit, parce qu'ils estiment que la plateforme Mediatek Pentonic 700 n'est peut-être pas assez costaud pour assumer ça, en tout cas pas selon les critères Panasonic, et donc du coup, voilà, ils ont dit non, pour nous ce sera du 144 et ça va bien. Et c'est vrai que ça va bien, l'expérience que moi j'ai vécue, elle est bonne. Alors oui, hein, encore une fois, on est sur un téléviseur qui impose de reprendre ses repères, en tout cas de reprendre ses repères par rapport au moniteur, un écran de PC portable 18 pouces ou un moniteur de bureau. Mais ça va bien, parce que 55 pouces, c'est pas le 75, c'est vrai qu'un 48, c'est sans doute encore meilleur, un 42, c'est sans doute plus meilleur encore pour une utilisation gaming, mais déjà 55, ça va bien. Donc on a un TV qui est réactif, le temps de latence est quasi nul pour la partie pixel, sous-pixel de ce téléviseur et pixels, donc puisqu'on est sur de la technologie OLED, je vous fais pas l'affront de vous parler de l'input lag, c'est plus un sujet. Sur tes téléviseurs, encore une fois, on est sur quelques millisecondes, il n'y aura pas de décalage en 60 ou en 120 Hz, vous ne devriez pas percevoir de latence à l'affichage. Et puis il est également compatible, comme j'avais également commencé à le dire, HDR, Dolby Vision et support du HGIG, ce qui vous laissera d'ailleurs la possibilité du coup d'ailleurs de désactiver les logiques de tone mapping et de fonctions Dolby Vision, par exemple, dans les consoles pour vous laisser la main sur le fait de le régler directement dans la console. Le cas échéant, donc vous irez dans les menus pour ajuster tout simplement ces fameuses mires à damier de sorte que la source, la console, et le diffuseur, le téléviseur, soient en accord sur leur capacité respective dans les basses et haute lumière. Ça peut être intéressant si jamais vous avez entre guillemets le temps, l'envie de faire ça, mais il n'est pas dit pour autant qu'en fonction de tous les titres tout le temps, dans toute situation, que ça fonctionne bien. Donc si jamais vous avez l'impression que ça provoque des soucis, rebasculez en mode un peu entre guillemets tout automatique. Pour ma part, que ce soit sur la console ou sur le PC, j'ai testé les deux. Je vous cache pas que dans un souci de pas trop me prendre la tête, j'ai utilisé les modes gaming, j'ai utilisé les modes auto, que ce soit Dolby Vision coché sur la Xbox Series X ou que ce soit sur le PC avec la fonction HDR d'activer. Vraiment, tout va bien.
Tout va bien sur la logique également de latence, hein. On a tout ce qui s'active, Auto Low Latency Mode, la LLM, le VRR jusqu'en 144, et la bonne nouvelle, c'est pour ça que je reviens là-dessus, la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, ces options-là, ce mode jeu peut s'activer sur n'importe quel mode d'image qui va vous permettre, contrairement à certaines marques, eh bien, de retrouver des modes gaming tout en profitant de l'excellente fidélité des couleurs qui est disponible pour les modes cinéma, enfin tout ce qui est ciné, série, etc. Parce que Pana nous le dit, on est très soucieux de vous offrir la meilleure reproduction des contenus cinématographiques et ciné et séries, et on est également soucieux de vous offrir la meilleure retranscription pour la partie jeux vidéo. Donc voilà, encore une fois, un usage pour lequel je pense que vous ne devriez pas avoir à vous plaindre, entre guillemets, sur l'image. En plus, la dalle tourne. Si jamais vous avez des titres qui sont un peu sombres, vous pourrez peut-être tourner légèrement l'écran. Elle est plutôt lumineuse aussi. Et en plus, vous avez toujours, on va la remettre ici un petit peu, mais on a toujours ici cette barre de son qui apporte quand même quelque chose. Il y a un sujet en revanche où ça évolue pas vraiment, c'est un petit peu regrettable, c'est dans le panneau de contrôle gaming. Là, c'est clair que non seulement esthétiquement, il évolue pas, les fonctions ne semblent pas également évoluer, il y a des choses qui existent un peu mieux par ailleurs. Puis il y a un autre truc que, il est vrai, j'aimerais bien voir se généraliser, ou en tout cas avoir l'impression que on a quelque chose qui est fait sur la partie logicielle, mais là sur Fire TV OS, peut-être que c'est trop prématuré, c'est l'expérience gaming un peu plus largement, c'est-à-dire que en même temps il y a peut-être que LG et Samsung qui le font avec leur gaming hub d'un côté, ou des entrées peut-être un petit peu spécifiques, des portails consacrés au gaming, aux applications également de cloud gaming, etc. Alors, il va y en avoir ici grâce à Fire TV OS aussi, mais il y a peut-être un petit sujet là-dessus. C'est peut-être quelque chose sur lequel j'aimerais que ces acteurs qui proposent des téléviseurs assez chers néanmoins aillent jusqu'au bout de la démarche. Je sais que tout n'est pas sous leur contrôle, hein. La partie logicielle notamment, et développer ce genre de choses, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement. Samsung et Tizen OS ou LG et WebOS, c'est pas d'hier qu'ils ont commencé à bosser sur ces univers dédiés. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de ce point spécifique, l'univers gaming. Donc là aussi, si vous êtes utilisateur Pana de longue date ou d'autres, n'hésitez pas là aussi à nous dire ce que vous en pensez. Mais la Game Bar, elle n'évolue pas, et en plus, elle est également un peu lente. Je ne sais plus trop si j'avais été au bout de mon raisonnement. À ce niveau de tarif, en gros, j'aimerais bien que tout soit impeccable. Je ne reviendrai pas sur la partie ergonomie logicielle qui n'a pas évolué depuis le Z95A. C'est toujours aussi réactif. On a vu qu'il y avait des petits bandeaux désormais qui changeaient dans les menus. Ça bouge vite. Là, moi, j'aime beaucoup l'assistant de chez Amazon pour lui poser des questions. Naturellement, on a ici des micros qui sont en position haute sur le téléviseur qui vont vous permettre de solliciter cet assistant à distance, qui vont vous permettre d'accéder au retour vidéo de votre portier, de vos caméras, enfin portier vidéo, caméra, bref, piloter tous vos équipements connectés. Ça fonctionne très, très, très bien, y compris avec l'écran éteint. Voilà. Donc, pas d'évolution majeure sur le logiciel. Ça fonctionne bien. Ça évolue par petits paliers, et moi j'aime bien. Perso, j'aime bien ce système d'exploitation. Voilà pour le test de ce Panasonic 55Z95B qui est un véritable monstre sur le marché de l'OLED. C'est assurément une référence, toutes références confondues. Il est, je pense, vraiment dans le très 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 haut du panier, et fort probablement du coup le meilleur des modèles White OLED. Il y a des chances. Il va falloir qu'on voit aussi ce que ça donne du côté de chez Philips TPVision, du côté de chez Sony pour le QD OLED. On va remettre un petit peu tout ça, et puis on sait qu'il y a aussi d'autres verdicts qui peuvent être constatés parfois. Lorsqu'on met ça dans un benchmark global avec tous les concurrents, avec un moniteur de référence, on peut avoir l'impression que les choses se situent plus exactement comme ça. Moi, ce que je salue, c'est l'expérience au global. La richesse des menus, l'efficacité des menus, la qualité également de ce que nous fait ici Panasonic dans l'intégration, dans la finition. Mais attention, il ne faut pas oublier cette logique de menu de luminosité à 70. Peut-être que par la suite, ça pourrait créer des sujets. On s'en reparle, comme je disais, dans une autre vidéo. Vous avez donc désormais les plus et les moins qui s'affichent pour résumer un petit peu ce test. Et puis surtout, il y a peut-être des petites subtilités qui pourraient vous tracasser
2 prises HDMI au lieu de 4 prises HDMI chez Samsung, chez LG. Bon, on a le Dolby Vision, on a le HDR10, HDR10+, ça ne fait aucune concession là-dessus. On sait que Samsung ne propose pas ça, mais ça semble pas spécialement les pénaliser. Ça fait 19 ans qu'ils sont devant tout le monde. Est-ce que ça durera encore? Ah bon, un jour. On parlerait peut-être aussi rapidement du Dolby Vision 2 à un moment donné, mais il y a en tout cas un élément qui va finir de clore le débat et qui fera que vous allez choisir ou pas ce 55Z95B par rapport à la concurrence, c'est le tarif. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le 55, il est à 2800 €, alors que le LG OLED G5 en 55, c'est 1600 €. Le S95F, c'est 1800 €. Le Bravia 8 2, toujours en 55, c'est 1999 €. 1999 € le Bravia 8 2, 2800 € pour ce modèle-ci. Donc c'est quand même dur à... Je pense, on peut dire plein de bien de la barre de son, on peut dire plein de bien de l'ergonomie, du pied pivotant, etc. Mais ça commence à être un petit peu compliqué, je pense, à craquer, c'est-à-dire sur un coup de tête, ah tiens, je prends celui-là. Et c'est pour ça que je tenais néanmoins à vous publier finalement avant les activations de fin d'année cette vidéo, parce que voilà, Z95B, c'est une réussite dans cette version 55. J'aurais bien aimé avoir la télécommande rétroéclairée, mais là aussi, eh bien c'est pour conclure maintenant que je vous invite à réagir sur tout ça dans l'espace commentaire ou alors à nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord pour continuer à en parler. Vous avez le QR code qui s'affiche, mais vous avez aussi les liens dans la description qui vous permettront de nous rejoindre sur le Discord, mais aussi, eh bien, n'oubliez pas, vous pouvez consulter la description de chacune de mes vidéos de test pour m'aider en utilisant mes liens d'affiliation si vous le souhaitez. Ça ne vous coûtera pas plus cher, comme je le dis à chaque fois, et ça permet que je touche une petite commission sur vos achats, et ça me permet de continuer de faire des tests de télé de manière totalement indépendante. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!